Bonjour à vous guerrières et guerriers, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ma salle d'armes. Ici on a surtout l'habitude de parler d'armes européennes, vous le savez, et c'est normal, c'est mon domaine de spécialité. Mais figurez-vous que je me suis pris de passion pour les armes africaines après mes recherches pour faire ma vidéo sur les deux armes congolaises. D'ailleurs si vous ne l'avez pas vu, le lien est dans la description. Elles sont vraiment uniques et atypiques dans l'univers des armes blanches. Et dans ce domaine des armes bizarres, il y a bien que les Indiens pour leur tenir tête. Pascal, désolé de te couper, mais je viens de capter une transmission du conclave. Ça serait intéressant que tu regardes. Bon, vas-y, envoie. Camarades du conclave, je suis le Major Bourpif, et c'est moi qui vais vous faire le topo pour notre prochaine mission. Dans 27 jours galactiques très exactement, le conclave enverra la Légion de la Justice sur la planète Altaris, où deux hordes de Yadjai rivales se disputent les raffineries de Vitry. Le truc c'est qu'ils foutent un énorme boxon dans ce système solaire, et ça c'est pas acceptable. Nous avons prévu une opération de grande envergure, avec à la fois des attaques terrestres, navales et aériennes. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu à faire ce genre de bataille synchronisée, donc vous allez vous entraîner avec notre tout dernier simulateur, War Thunder. War Thunder est un jeu multijoueur militaire épique où vous allez pouvoir utiliser des véhicules terrestres, aériens et navals du 20e et 21e siècle terrien. À chaque partie, vous allez vivre une confrontation à grande échelle impliquant des dizaines de véhicules simulant parfaitement l'ampleur et l'intensité d'une bataille, notamment au niveau des dégâts qui sont parfaitement localisés sur les points d'impact. Le conflit va se passer entièrement sur la planète Altaris. Donc vous aurez à disposition une grande diversité de cartes pour pouvoir vous entraîner dans différents biomes que vous allez rencontrer. Et histoire de mêler l'utile à l'agréable, vous pouvez vous amuser à personnaliser votre véhicule pour vous approprier à fond de War Thunder et son ambiance. Et nous avons incorporé une nouvelle mise à jour dans le simulateur que j'ai appelé Kings of Battle, avec une carte Flandre qui change en fonction de l'époque des véhicules sélectionnés. Vous pouvez donc aussi bien vous retrouver avec un immense dirigeable des guerres mondiales terriennes qu'un avion de transport entouré de tours cellulaires. Et pour le plaisir, on vous laisse la possibilité de vous entraîner avec le légendaire hélicoptère Black Hawk. C'est une belle bête ça. Donc camarades du conclave, si vous voulez que notre opération soit un véritable succès, téléchargez War Thunder. Il est gratuit et les liens sont dans la description. Et si vous êtes un nouveau joueur ou que vous ne l'avez pas lancé depuis plus de 6 mois, vous recevrez des bonus spéciaux comme la possibilité de louer des véhicules uniques avec leur skin gratuit, 3 véhicules premium gratuits, 100 000 Silver Lions, ainsi qu'une semaine de compte premium. Histoire de pas commencer à poil, enfin vous connaissez la musique. En tout cas camarades, rompez. Ça peut être très intéressant pour certaines opérations qu'on organise avec la guilde. Bien joué, Chiquelito. Pas de quoi. Bon, revenons-en à notre sujet. L'Afrique regorge d'armes traditionnelles fascinantes et notre arme du jour en est un parfait exemple. Mais cette fois-ci, ce n'est pas au Congo que nous allons aller, mais en Afrique de l'Ouest pour parler d'une arme qui a un design que je trouve vraiment cool, l'épée Ada. L'épée Ada, donc, parfois appelée Omozo ou Omozu selon les différences linguistiques régionales, est une épée africaine populaire caractérisée par une lame longue et distendue. C'était à la fois une arme de combat assez efficace et un outil cérémoniel utilisé par le puissant royaume du Bénin en Afrique de l'Ouest. Ah, bah si c'est Bénin, c'est que c'est pas si dangereux. Quoi? Bon, petit rappel de ce qu'est le royaume du Bénin. Bon alors déjà, le Bénin, c'est un pays d'Afrique de l'Ouest encore aujourd'hui. Tout comprimé entre le Nigeria, le Togo et le Burkina Faso. Ça me fume, quand on regarde la carte, on dirait quelqu'un écrasé dans une rame de métro parisienne aux heures de pointe. Fondé a priori entre le 12e et le 13e siècle, c'est assez fou, culture orale oblige, c'est un royaume africain qui dura longtemps. Car il s'éteint en 1897, après la destruction de la capitale Benin City par les Britanniques, qui en avaient marre que les Béninois fassent des sacrifices humains. Mais on va y revenir à ça. Le royaume connut 2 périodes. L'une où régnaient les Ogiso, ce qui veut dire en langue Edo « roi du ciel ». Il y en aurait une trentaine, mais c'est encore une fois un petit peu flou. Car lorsque les Portugais entrèrent en contact avec ce royaume en 1486, ce n'étaient pas les Ogiso, mais les Oba qui régnaient sur le royaume. Et Oba n'a pas de traduction. Enfin, de ce que j'en sais. Les Oba d'ailleurs, ils sont encore présents aujourd'hui, même si leur rôle est très limité au sein du gouvernement, mais ils ont encore une forte influence sur la population. Quoi qu'il en soit, c'est un royaume qui aura eu une forte influence et un grand pouvoir sur l'Afrique de l'Ouest, notamment entre le 15e et le 18e siècle, période pendant laquelle on y verra même un empire se constituer, et qui sera d'ailleurs bien aidé par les Portugais qui échangeaient ivoire et poivre contre des armes à feu. À la première moitié du 16e siècle, le royaume est à son apogée, et le Oba en place, Essiji, pouvait, d'après les explorateurs anglais, lever une armée de 20 000 à 100 000 hommes en une journée si nécessaire. Bref, un royaume qui pesait dans le game, jusqu'à ce que les Anglais en décident autrement. Et pour un royaume aussi marquant et puissant,
Il fallait bien une épée qui le soit tout autant. Les épées africaines Hada sont facilement reconnaissables, et, à l'instar de la Ngombe Ngulu ou l'épée Ikakalaka, elle a un design assez... mortel. Et je ne sais pas comment la décrire autrement. Cette forme est globalement beaucoup utilisée sur les épées africaines cérémonielles, comme ce fut le cas pour nos deux épées congolaises, mais dans le cas de l'Hada, il s'agit bien d'une lame aiguisée, parfois utilisée au combat. La lame est donc courbée, on le répète depuis tout à l'heure, et elle n'a qu'un seul tranchant. La courbe n'est d'ailleurs pas très marquée sur une bonne partie de la longueur de la lame, elle s'incurve surtout fortement à la pointe, en prenant une forme plus large. Souvent pour les modèles destinés au combat, la pointe de la lame se forme de deux bords tranchants de chaque côté et n'a donc pas réellement d'estoc. Le début de la lame comporte une partie non aiguisée, qui peut potentiellement servir pour la prendre à deux mains pour tenter des frappes plus précises et tranchantes. Et la longueur de la lame est très variable, on a des modèles de 40 cm et d'autres de 80. Et cette taille va surtout dépendre de l'usage pour lequel l'arme a été créée. S'il s'agissait d'une arme de combat, elle est nettement plus courte et pouvait s'utiliser à une main, permettant par exemple de tenir un bouclier dans l'autre. Et si c'était pour les exécutions et les cérémonies, elle est 2 fois plus grande pour l'aspect visuel tape à l'œil. Regardez, j'en ai une grosse d'épée. Sur une grande majorité des pièces que nous avons encore aujourd'hui, on trouve différents symboles sur la lame, tels que des croix ou des formes animales, prenant différentes significations liées à la religion africaine vaudoune, plus tard connue sous le nom vaudou. Et certaines croix peuvent être liées au christianisme, qui s'était pas mal implanté à partir du XVIe siècle dans le royaume du Bénin. Ah, Bénin, je viens de comprendre ta vanne de tout à l'heure, Chiquelito. La vache, il t'aura fallu un moment. Les épées Hada sont dotées d'une garde en forme de disque très classique, généralement en fer, en laiton ou en cuivre. Mais certaines épées cérémonielles n'en ont pas, tout simplement parce qu'il n'y en avait pas besoin, justement on en parle dans la vidéo sur la Ngombe Ngulu. La poignée de l'épée est droite, généralement pourvue de nervures qui permettent à l'utilisateur d'avoir une meilleure prise, et elle est souvent en bois et généralement recouverte d'un fil de cuivre ou de laiton. Au vu de sa tronche avec sa lame massive, vous imaginez bien que c'est une arme qui est assez lourde par rapport à ses proportions. Son poids peut atteindre effectivement les 1,3 kg, ce qui est vraiment lourd pour une épée à une main. En ce qui concerne le pommeau, il n'est pas spécialement gros quand on regarde par rapport à la taille de la lame. Il est surtout là, comme cette takuba, pour bien caler la main. Mais à l'instar des sabres japonais et même des sabres de manière générale, on veut garder le point d'équilibre sur la lame pour qu'elle ait le meilleur tranchant possible. D'ailleurs, je compare à un sabre, mais au vu de sa gueule, on est plus sur une hache qu'autre chose. Mais comme je vous l'ai dit, certaines épées Hada étaient portées uniquement à des fins de prestige et de décoration, comme partout dans le monde avec la plupart des armes finalement. Et donc forcément, des modèles étaient très ornementés, surtout au niveau de la poignée, parce qu'il fallait que la lame reste fonctionnelle pour... Vous m'avez compris. Bon, maintenant qu'on sait à quoi ça ressemble, tournons-nous vers ses origines. Vous l'avez compris, en tout cas je l'espère, sinon ça veut dire que vous n'êtes pas du tout attentif à ce que je raconte, ce qui est triste. Ouais, vous manquez une super vidéo. Ça fait plusieurs minutes, je sens que vous avez décroché. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Que j'agite des clés? Que j'aille frapper Chiquelito? Faut que je me mette à poil pour que vous me regardiez? Non, ça on va éviter quand même. Bon. Reprenons. Je disais donc que cette lame était utilisée principalement par le peuple Edo, qui était un peuple appartenant au royaume du Bénin. Edo? Bordel, ils peuvent pas se mettre d'accord avec les japonais. Moi je suis perdu avec tous ces termes qui parlent de trucs qui n'ont rien à voir. Oui, c'est sûr, faut suivre, c'est sûr. Bon, évidemment, les sources européennes ne commencent à les mentionner que dès l'ère coloniale. Mais elle est sûrement présente dans ces régions depuis bien plus longtemps. L'Hada était une épée populaire se tenant aux côtés de deux autres lames béninoises, l'Opia et l'ébène. L'ébène, pour vous la faire courte, est une arme de cérémonie portée à la base par l'Oba, qui vénérait les ancêtres dans sa danse traditionnelle. Et c'est d'ailleurs toujours une arme qui est présente aujourd'hui lors de ces fameuses danses. L'Opia, elle, est clairement une lame de guerre, qui ressemble à s'y méprendre à un xyphos grec. Sauf que l'Hada a un statut presque plus important que ces deux épées. Elle est le symbole de la puissance et de l'autorité béninoise. L'Oba est donc souvent accompagné de ses Omada, les porteurs d'épée. Dans des contextes de combat, on peut imaginer que l'Hada n'était utilisée que par des guerriers de haut rang et prestigieux, et que les autres guerriers se battaient à la lance ou justement avec l'Opia. Comme je vous l'ai dit, c'est une arme à une main, laissant ainsi l'autre libre pour tenir un grand bouclier. Grâce à sa lame massive, elle est extrêmement tranchante et doit avoir une utilisation proche de celle d'une hache ou d'un fauchon européen, permettant ainsi d'être efficace contre tout type d'adversaires qu'on peut rencontrer dans ces régions-là. Bon, quand je dis armure, on parle surtout de vêtements matelassés, voire côte de maille pour les plus fortunés, Mais allez pas vous imaginer des grosses armures de plate comme en Europe. Bon, et je vous l'ai dit déjà plusieurs fois, mais c'était aussi une arme d'exécution. Bon alors il faut savoir que les Béninois et les sacrifices humains, c'était a priori une grande histoire d'amour.
Et pour faire cela dans les règles de l'art, on utilisait souvent des modèles d'épée Hada bien plus massifs que les autres, histoire que ça tranche bien comme il faut quoi. Elle excellait comme épée de bourreau, et d'ailleurs si l'exécution n'était pas réussie du premier coup, il était puni. Certains des premiers explorateurs du Bénin ont rapporté que les cérémonies de sacrifice humain atteignaient parfois près de 4000 victimes par jour. Ce qui me semble quand même très exagéré, mais dans tous les cas, ça devait être vénère. Puis putain, les bourreaux, fallait qu'ils soient efficaces, hein. Ils devaient couper des têtes à la même cadence que les types qui font des concours d'explosage de pastèques avec leur tête. Parallèle pas dingue. Ceci dit, il y a certainement beaucoup de vrai dans ce qui est raconté. Parce que c'est justement à cause d'un trop grand nombre de sacrifices humains que les Britanniques ont décidé d'envahir le pays, et l'inclure dans la colonie du Nigeria. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, c'est toujours une lame très populaire que l'on voit lors de nombreux événements traditionnels en République du Bénin. Elle n'est pas utilisée en cas de guerre ou de sacrifice, mais reste une épée enracinée dans la culture, très appréciée et respectée des Béninois. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, lâcher un petit commentaire et aussi la partager sur les réseaux sociaux, ça ferait extrêmement plaisir. Je remercie évidemment Wars Thunder d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas qu'il y a le lien dans la description si vous voulez essayer ce jeu. Et comme d'habitude, je suis présent sur les différents réseaux sociaux et aussi sur Twitch, animé principalement par Chikenito. Et en attendant la prochaine vidéo sur une autre arme africaine, gardez l'esprit affûté.